Après le divorce, mon mari m'a mise à la porte sans un sou. Je suis allé utiliser la vieille carte que mon père m'avait laissée, mais le banquier a pâli et a crié « Madame, vite. Regardez ça !» J'étais sous le choc quand j'ai découvert que je me tenais au guichet de la Westfield National Bank, mes doigts tremblants alors que je tenais un morceau de plastique qui semblait avoir sa place dans un musée. La carte bancaire était si vieille que les numéros sur le devant s'étaient effacés, et la bande magnétique au dos avait une rayure visible qui la traversait. Je me sentais gêné rien qu'à l'idée de la tenir. « Je suis désolé de vous déranger avec ça », ai-je dit doucement au banquier derrière le comptoir. « Elle est vraiment vieille. Mon père me l'a donnée il y a longtemps. Je veux juste voir s'il y a quelque chose dessus. Peut-être quelques dollars. » Le banquier, dont le badge indiquait Monsieur Banks, m'a adressé un sourire poli. C'était un homme âgé, avec des cheveux gris et des lunettes qui reposaient bas sur son nez. Il avait l'air de travailler dans cette banque depuis bien avant ma naissance. « Aucun problème, madame, dit-il gentiment. Voyons ce que nous pouvons trouver. » Il a pris la carte de ma main et l'a examinée attentivement, la retournant 2 fois. Puis, il l'a passée dans son lecteur de cartes. J'observais son visage, m'attendant à ce qu'il me dise que la carte était trop vieille pour être lue, ou que le compte avait été clôturé il y a des années. Au lieu de cela, son expression a complètement changé. La couleur a quitté son visage, comme si quelqu'un avait débranché une prise. Ses yeux se sont écarquillés derrière ses lunettes, et sa bouche s'est légèrement entr'ouverte. Il a regardé l'écran de l'ordinateur, puis moi, puis de nouveau l'écran. « Madame, dit-il, et sa voix s'est brisée. Il s'est raclé la gorge et a essayé de nouveau. « Madame, j'ai besoin que vous. Pourriez-vous passer derrière le guichet, tout de suite ?» Mon cœur est tombé dans mon estomac. Quoi? Pourquoi? Est-ce que quelque chose ne va pas? S'il vous plaît, venez juste avec moi. Il ne demandait plus. Il suppliait presque. Ses mains tremblaient alors qu'il soulevait la cloison qui séparait les clients des employés de la banque. Tout le monde dans la banque s'est retourné pour nous regarder. Une femme avec un bébé m'a lancé un regard inquiet. Un homme âgé a chuchoté quelque chose à sa femme. J'ai senti mon visage brûler de honte. Que avais-je fait? Étais-je en difficulté? Mon père avait-il fait quelque chose d'illégal? Cette carte était-elle volée? 2 agents de sécurité sont apparus de nulle part, marchant rapidement vers nous. J'ai senti la panique monter dans ma poitrine. Je ne comprends pas, ai-je chuchoté. S'il vous plaît, je n'ai rien fait de mal. Mais M. Banks me guidait déjà à travers une porte marquée privée et le long d'un couloir. Mes jambes semblaient faibles. Les gardes de sécurité nous suivaient. Je me demandais s'ils allaient m'arrêter. Mon esprit passait en revue toutes les possibilités. Peut-être que mon ex-mari, Richard, m'avait piégé d'une manière ou d'une autre. Peut-être était-ce encore l'un de ces tours cruels. Nous sommes entrés dans un petit bureau, et M. Banks m'a pratiquement poussé sur une chaise. Il s'est assis devant l'ordinateur, a tapé quelque chose, et a fixé l'écran avec une expression que je ne pouvais pas lire. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la suspicion. C'était tout autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la peur mêlée à de l'incrédulité. « Madame, je dois vérifier votre identité, dit-il, la voix tendue. Pouvez-vous me montrer votre permis de conduire? » Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine ouvrir mon portefeuille. J'ai sorti mon permis et le lui ai tendu. Il l'a étudié attentivement, comparant le nom à quelque chose sur son écran. Puis, il m'a posé des questions. Le nom de jeune fille de ma mère, ma date de naissance, le nom complet de mon père, mon lieu de naissance. J'ai répondu à chacune d'elles, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Mais laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Laissez-moi vous parler des 3 jours qui ont précédé mon entrée dans cette banque, avant que ma vie entière ne soit bouleversée. 3 jours plus tôt, je me tenais sur le trottoir devant ce qui était autrefois ma maison. C'était une belle maison avec des volets blancs et un jardin que j'avais planté moi-même. J'avais passé 12 ans dans cette maison. 12 ans à la rendre parfaite. 12 ans à croire que je construisais une vie avec quelqu'un qui m'aimait. Richard se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés sur sa poitrine. Derrière lui, je pouvais la voir, elle. Leslie, son associée, sa maîtresse, la femme qui m'avait souri lors des dîners tout en détruisant secrètement mon mariage.
Elle touchait déjà les rideaux que j'avais choisis, s'installant déjà chez moi comme si elle était chez elle. « Clara, tu dois partir maintenant, » a dit Richard. Sa voix était froide, comme s'il parlait à une étrangère. Les avocats ont été clairs. La maison est à mon nom. Les voitures sont à mon nom. Les comptes bancaires sont à mon nom. Tu as signé les papiers. C'est fini. Mais je n'ai nulle part où aller, ai-je dit, détestant à quel point ma voix semblait petite. Richard, s'il te plaît. Nous avons été mariés pendant 12 ans. J'ai abandonné ma carrière pour toi. J'ai soutenu ton entreprise. Et je t'ai donné 12 ans d'une vie confortable, m'a-t-il interrompu. Nous sommes quittes. Maintenant, pars. Leslie est apparue à ses côtés, passant son bras autour de sa taille. Elle m'a regardé avec une fausse sympathie. C'est vraiment pour le mieux, Clara. Tu verras. Parfois, les gens s'éloignent simplement l'un de l'autre. Je voulais crier. Je voulais jeter quelque chose. Mais j'étais si fatigué. Si complètement épuisé par des mois de disputes, des mois d'avocats, de papiers et de mensonges. J'ai ramassé mon unique valise, une valise pour contenir 12 ans de ma vie, et je suis parti. J'avais $43 dans mon sac à main. C'était tout. Tout le reste avait disparu. J'ai trouvé un motel à la périphérie de la ville. C'était le genre d'endroit où l'on paie à la semaine et où l'on essaie de ne pas regarder de trop près les taches sur le tapis. La chambre sentait la vieille cigarette et quelque chose d'autre que je ne pouvais identifier. Le climatiseur cliquetait mais fonctionnait à peine. La nuit, je pouvais entendre les gens se disputer à travers les murs fins. Lors de ma deuxième nuit là-bas, je n'arrivais pas à dormir. Le matelas était grumeleux, et mon esprit ne cessait de tourner. Je n'arrêtais pas de penser à ce que j'allais faire, à comment j'allais survivre. Je n'avais pas de travail, pas d'argent, pas de famille à appeler. Ma sœur Judith et moi ne nous étions pas parlé depuis 8 ans. Pas depuis qu'elle avait traité notre père de raté, et que je lui avais dit de ne plus jamais me contacter. Je me suis levé et j'ai commencé à fouiller ma valise, cherchant tout ce que j'aurais pu manquer, tout objet de valeur que je pourrais vendre. C'est là que j'ai trouvé l'enveloppe. Elle était jaunie par l'âge, glissée dans la poche intérieure d'une vieille veste. Je l'ai sortie et j'ai fixé l'écriture de mon père sur le devant, pour ma Clara, quand le monde devient difficile. Mes yeux se sont remplis de larmes. Mon père était mort il y a 17 ans, quand j'avais 19 ans. Il avait été concierge d'immeuble, passant ses journées à réparer des toilettes cassées et à remplacer des ampoules dans un immeuble à loyer modéré du centre-ville. Il n'avait jamais eu beaucoup d'argent. Il portait les 3 mêmes chemises par roulement. Il marchait partout parce qu'il disait que le prix du bus était du gaspillage. Quand il est mort, il y avait à peine eu assez d'argent pour des funérailles simples. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait une carte bancaire et un petit mot de son écriture familière. Clara, garde ceci en sécurité. Utilise-le quand tu en auras vraiment besoin. Je t'aime, papa. J'ai retourné la carte dans mes mains. Elle semblait ancienne. Je l'avais complètement oubliée. Il me l'avait donnée quelques semaines avant sa mort, la pressant dans ma main avec cette expression sérieuse qu'il avait parfois. J'avais 18 ans, sur le point de commencer l'université, et je l'avais rangée et oubliée après son décès. À travers l'université, la rencontre avec Richard, le mariage et le déménagement, la carte avait simplement voyagé avec moi, enfouie dans de vieilles affaires. Je me suis dit qu'il pouvait y avoir $50 dessus, peut-être 100 si j'avais de la chance. Assez pour quelques nuits de plus dans ce terrible motel. Assez pour gagner un peu de temps pendant que je cherchais quoi faire ensuite. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'à la Westfield National Bank. J'étais passé devant des dizaines de fois, mais je n'étais jamais entré à l'intérieur. C'était l'un de ces vieux bâtiments impressionnants avec des colonnes en marbre et de lourdes portes en laiton. J'ai failli faire demi-tour. Je me sentais si petite, si déplacée dans mon jean usé et ma chemise froissée, mais j'avais faim. Je mangeais des craquelins et du beurre de cacahuète depuis 2 jours parce que c'était tout ce que je pouvais me permettre. Alors, je me suis forcé à franchir ces portes. La banque était bondée. Des gens en costume d'affaires passaient devant moi comme si j'étais invisible. Je me suis mise dans la file derrière un homme portant une montre coûteuse et une femme portant un sac de créateur. J'ai serré la vieille carte de mon père et j'ai attendu. Quand ce fut enfin mon tour, je me suis approché de Monsieur Banks et je me suis excusé avant même de lui tendre la carte.
Et c'est là que tout a changé. Maintenant, j'étais assise dans son bureau, le regardant fixer son écran d'ordinateur avec cette étrange expression sur le visage. L'agent de sécurité se tenait près de la porte. M. Banks m'a regardé, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je ne pouvais pas tout à fait comprendre. Madame Morton, a-t-il dit lentement, je dois vous demander, votre père a-t-il déjà discuté de ses finances avec vous? Les finances de mon père, ai-je répété, confuse par la question. Monsieur Banks, mon père était concierge. Il réparait des chauffages cassés et lavait des sols. Il n'avait pas de finances à discuter. Monsieur Banks a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. Quand il les a remises, il m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié, ou peut-être du respect. Je ne pouvais pas le dire. Madame Morton, je travaille dans cette banque depuis 30 ans, a-t-il dit doucement. J'ai vu beaucoup de choses, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Il a tourné son écran d'ordinateur vers moi. S'il vous plaît, regardez ceci attentivement. Je me suis penché en avant et j'ai plissé les yeux vers l'écran. Il y avait des chiffres, beaucoup de chiffres, des informations de compte, un historique de transactions, et puis j'ai vu le solde en bas. Mon cerveau ne pouvait pas traiter ce que je voyais. Les chiffres n'avaient aucun sens. Il y en avait trop. J'ai compté les chiffres 2 fois, puis une 3e fois. Ça ne peut pas être vrai, ai-je dit, ma voix fonctionnant à peine. C'est une erreur. Vous avez fait une erreur. Il n'y a pas d'erreur, a dit Monsieur Banks doucement. J'ai vérifié 3 fois. J'ai demandé à mon superviseur de vérifier. Le compte est réel, et il est à vous. Mais cela indique, je me suis arrêté, incapable de dire le nombre à voix haute. Cela indique 47 millions de dollars. La pièce a basculé sur le côté. J'ai agrippé le bord du bureau pour me stabiliser. L'un des gardes de sécurité a fait un pas en avant, craignant probablement que je ne m'évanouisse. Peut-être que j'allais le faire. Madame Morton, respirez, a dit Monsieur Banks. Il a poussé un verre d'eau vers moi. Je sais que c'est un choc. Un choc? Il appelait 47 millions de dollars un choc. J'ai commencé à rire, mais c'est sorti bizarrement. Presque comme des pleurs. Cela doit être une erreur. Mon père n'avait pas d'argent. Nous étions pauvres. Nous mangions des pâtes 4 soirs par semaine. Il réparait ses bottes de travail avec du ruban adhésif parce qu'il ne pouvait pas s'en payer de nouvelles. Votre père était un homme très prudent, a déclaré Monsieur Banks. Il a ouvert un autre écran et m'a fait signe de regarder. Il y a 25 ans, votre père possédait un petit terrain. Savez-vous quelque chose à ce sujet? J'ai secoué la tête. Mon père n'a jamais rien possédé. Nous louions notre appartement. Selon ses dossiers, il a hérité d'une parcelle de terrain de son oncle. C'était dans une partie de la ville que personne ne voulait à l'époque. Une zone industrielle, des entrepôts, rien de spécial. Monsieur Banks a fait défiler des documents sur son écran. Un promoteur a approché votre père pour l'acheter. Il prévoyait quelque chose de grand, mais le terrain était crucial pour leur projet. J'écoutais, ne comprenant toujours pas comment cela se connectait au nombre impossible sur cet écran. Votre père a vendu le terrain, a poursuivi Monsieur Banks. Mais il a été malin. Au lieu de simplement prendre un paiement unique, il a négocié un contrat. Il obtiendrait 5% de tous les bénéfices futurs de tout ce qui serait construit sur ce terrain. Le promoteur a accepté parce qu'il pensait que le pourcentage ne représenterait presque rien. Peut-être quelques milliers au fil des ans, mais quelque chose a changé, ai-je chuchoté, commençant à comprendre. Ils ont construit le complexe Hartley Tower, a déclaré Monsieur Banks. Vous le connaissez? Bien sûr que je le connaissais. Tout le monde en ville le connaissait. C'était un développement massif au centre-ville. Des immeubles de bureaux, des appartements de luxe, des magasins haut de gamme. Cela avait transformé tout un quartier. Cela a été construit sur le terrain de mon père. Sur l'ancien terrain de votre père, a corrigé Monsieur Banks. Et pendant 20 ans, 5% des bénéfices de ce complexe ont été déposés dans un fonds fiduciaire. Un compte qui était programmé pour vous être transféré à vos 18 ans. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû les joindre. Mais j'ai 35 ans. Pourquoi n'étais-je pas au courant? Monsieur Banks a sorti d'autres documents. La banque a envoyé des lettres de notification quand vous avez eu 18 ans,
mais elles sont allées à l'ancienne adresse de votre père. Selon nos dossiers, vous aviez déménagé à ce moment-là. Vous étiez à l'université. J'ai hoché la tête lentement. J'ai pris une chambre en résidence universitaire, puis un appartement avec des colocataires. Je n'ai jamais mis à jour mes adresses parce que je ne pensais pas. Je n'avais pas de compte bancaire ou quoi que ce soit qui nécessitait une mise à jour. Les lettres ont été retournées comme non livrables, a expliqué M. Banks. Le compte est resté dormant. L'argent a continué à s'accumuler, à croître, à collecter des intérêts. Pendant 17 ans, il est juste resté ici à vous attendre. Je me suis levé soudainement, la chaise raclant contre le sol. Ça n'a pas de sens. Si mon père avait cet arrangement, si de l'argent rentrait, pourquoi vivions-nous de cette façon? Pourquoi faisait-il un travail si dur? Pourquoi avons-nous lutté? Je ne peux pas répondre à cela, a dit doucement M. Banks. Mais d'après ce que je peux voir dans ces dossiers, votre père n'a jamais touché à l'argent. Pas une seule fois. Chaque dépôt est allé directement dans le fonds pour vous. Il l'a configuré de manière à ce que personne ne puisse y accéder, sauf vous. Pas ses créanciers, pas les membres de sa famille, et surtout, pas un quelconque conjoint que vous pourriez avoir. Le mot conjoint m'a frappé comme de l'eau froide. Attendez, vous voulez dire que mon ex-mari ne pouvait pas toucher à cet argent? C'est exactement ce que je dis. Le fonds a été structuré très soigneusement. Il est à vous seul. Selon la loi, il ne pouvait pas être considéré comme un bien matrimonial car c'était un héritage détenu dans un trust irrévocable avec vous comme seul bénéficiaire. Votre ex-mari n'aurait eu aucun droit légal dessus, même pendant le mariage. Je me suis rassise, l'esprit vacillant. Richard, le divorce, la façon dont il avait tout pris et m'avait laissé sans rien. Le savait-il? Madame Morton, je dois vous dire autre chose, a dit M. Banks, son expression devenant sérieuse. Ce compte a des signalements de sécurité. Il y a 3 mois, quelqu'un a fait une demande de renseignement à son sujet. Ils ont utilisé votre nom et votre numéro de sécurité sociale, mais ce n'était pas vous. Nous avons refusé la demande et signalé le compte. Mon estomac s'est tordu. Il y a 3 mois. C'était juste avant que Richard ne demande le divorce. Je ne peux pas spéculer là-dessus, a dit M. Banks avec prudence. Mais je peux vous dire que quiconque a fait cette demande essayait de trouver des informations sur des comptes à votre nom. Ils allaient à la pêche aux informations, cherchant des actifs. Richard avait engagé un détective privé. Je me souvenais avoir vu les frais sur notre relevé de carte de crédit avant qu'il ne me coupe l'accès à tout. Il avait prétendu que c'était pour le travail, mais il enquêtait sur moi, cherchant tout ce qu'il pouvait prendre. Il le savait, ai-je dit doucement. Ou du moins, il soupçonnait qu'il pourrait y avoir quelque chose. C'est pour ça qu'il a précipité le divorce. C'est pour ça qu'il a été si cruel. Il me voulait désespéré et brisé pour que je ne pense jamais à chercher ça. Monsieur Banks n'a ni confirmé ni nié ma théorie. Il m'a juste regardé avec ses yeux tristes et compréhensifs. Qu'est-ce que je fais maintenant, ai-je demandé. Je ne comprends rien à tout ça. Je ne sais pas comment gérer ce genre d'argent. D'abord, je vais vous mettre en contact avec notre équipe de gestion de patrimoine privé, a dit M. Banks. Ils vous aideront à comprendre vos options. Mais Madame Morton, vous devez prendre un avocat. Un bon. Si votre ex-mari avant de cela, il pourrait essayer de contester le règlement du divorce. Mais vous avez dit qu'il n'avait aucun droit légal. Il n'en a pas, mais cela ne veut pas dire qu'il n'essaiera pas. Les gens font des choses étranges quand autant d'argent est en jeu. Monsieur Banks m'a tendu une carte de visite. C'est le meilleur avocat spécialisé en fiducie et succession de la ville. Appelez-le aujourd'hui. Dites-lui que je vous envoie. J'ai pris la carte avec des doigts engourdis. Tout semblait irréel, comme si je regardais cela arriver à quelqu'un d'autre. Puis-je vous demander quelque chose, ai-je dit doucement. Pourquoi mon père a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il vécu dans la pauvreté alors qu'il aurait pu utiliser une partie de cet argent? Pourquoi a-t-il tant sacrifié? Monsieur Banks a souri tristement. Je pense qu'il voulait que vous ayez le choix. Un vrai choix, le genre de choix qui ne vient qu'avec la liberté. Et il savait que si quelqu'un découvrait cet argent, y compris vous, tout changerait. Les gens vous traiteraient différemment. Peut-être que votre ex-mari vous aurait épousé pour de mauvaises raisons. Peut-être que votre vie aurait été différente d'une manière que votre père ne pouvait pas prédire.
J'ai pensé à mon père vivant dans ce minuscule appartement, portant ces mêmes 3 chemises, marchant partout dans ses bottes rapiécées, tout en sachant qu'il avait des millions assis dans une banque. Tout ça pour que je puisse avoir ce moment, cette chance. Il m'a fait un cadeau, ai-je chuchoté. Oui, a convenu Monsieur Banks. Il vous a donné la liberté. J'ai quitté la banque par une sortie privée que Monsieur Banks m'a montrée. Il a dit qu'il valait mieux que j'évite le hall principal où les gens pourraient être curieux de savoir pourquoi j'avais été escorté vers un bureau privé. J'ai marché pendant des pâtés de maison sans vraiment voir où j'allais. Mon esprit ne pouvait s'accrocher à une seule pensée. Chaque fois que j'essayais de traiter ce qui venait de se passer, l'information m'échappait comme de l'eau entre mes doigts. 47 millions de dollars. Les mots ne semblaient pas réels. Ils ressemblaient à quelque chose tiré d'un film ou d'un rêve. Je me suis retrouvé debout devant un café. À travers la vitrine, je pouvais voir des gens faire des choses normales, taper sur des ordinateurs portables, rencontrer des amis, se plaindre de leurs problèmes habituels. Je voulais être l'un d'eux à nouveau. Je voulais que mon plus grand souci soit de savoir si je pouvais me payer un café sophistiqué. Au lieu de cela, j'ai sorti la carte de visite que M. Banks m'avait donnée. Le nom de l'avocat était imprimé en lettres noires simples. J'ai appelé le numéro avant de perdre mon courage. L'avocat, Monsieur Patterson, a accepté de me recevoir le même après-midi. Son bureau se trouvait dans l'un de ces grands immeubles en verre du centre-ville où je m'étais toujours senti trop intimidé pour entrer. Mais maintenant, je traversais le hall comme si j'y avais ma place, car apparemment, c'était le cas. Monsieur Patterson était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être au début de la quarantaine, avec des yeux perçants qui semblaient voir clair en moi. Je lui ai tout raconté sur Richard, sur le divorce, sur le compte bancaire, sur mon père. Il a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai fini, il est resté silencieux pendant un long moment. Madame Morton, a-t-il finalement dit, je dois vous dire quelque chose, et vous n'allez pas aimer ça. Mon estomac a chuté. Quoi? Je vais devoir enquêter sur votre divorce plus attentivement, mais d'après ce que vous m'avez dit, je crois que votre ex-mari était au courant de ce compte, ou du moins, il savait que quelque chose existait. Mais comment pouvait-il savoir? Je ne le savais même pas. Monsieur Patterson a sorti son téléphone et a passé un appel rapide. Il a demandé à quelqu'un de sortir des dossiers judiciaires et des rapports de détectives privés. Puis il m'a regardé sérieusement. Vous avez dit qu'il avait engagé un détective privé 3 mois avant de demander le divorce. Les détectives privés ne sont pas bon marché. Pourquoi quelqu'un dépenserait-il ce genre d'argent à moins de penser qu'il y avait quelque chose de précieux à trouver? Au cours des 2 heures suivantes, M. Patterson et son équipe ont travaillé comme des détectives. Ils ont sorti des dossiers, passé des coups de fil, envoyé des emails urgents, et lentement, une image a commencé à se former. L'avocat de Richard avait accédé au registre de propriété publique. Ils avaient retracé le nom de mon père. Ils avaient trouvé la vieille vente du terrain. Ils avaient découvert l'accord de participation aux bénéfices. Ils savaient que de l'argent allait quelque part. Ce qu'ils ne pouvaient pas trouver, c'était où. Le compte fiduciaire était protégé par les lois sur la confidentialité, mais ils en savaient assez pour deviner. Votre ex-mari a demandé le divorce sachant que vous pourriez avoir accès à des fonds importants, a expliqué Monsieur Patterson. Mais il savait aussi que le compte était protégé. Il ne pouvait pas le réclamer dans le divorce en raison de la structure du trust. Alors, il a fait la deuxième meilleure chose. Il a pris tout ce qu'il pouvait légalement, vous a laissé sans rien, et a attendu. Attendu quoi? Que vous découvriez l'argent, et veniez volontairement vers lui. Si vous aviez découvert ce compte alors que vous étiez désespéré et seul, vous auriez pu vous sentir reconnaissante envers lui pour les 12 années de mariage. Vous auriez pu proposer de partager. Les gens font des choses irrationnelles quand ils se sentent coupables ou obligés. La cruauté de la chose me donnait la nausée. Richard n'avait pas juste voulu divorcer. Il avait voulu me détruire d'abord, me briser si complètement que je lui donnerais ce qu'il ne pouvait pas prendre légalement. Mais il a fait une erreur, a dit Monsieur Patterson avec un petit sourire. Il a sous-estimé le temps qu'il vous faudrait pour trouver le compte. Et maintenant que vous avez une représentation légale, il ne peut rien faire. L'argent est à vous. Complètement et légalement à vous. J'aurais dû me sentir soulagé. Au lieu de cela, je me sentais épuisé. Monsieur Patterson m'a aidé à tout mettre en place.
Un nouveau compte bancaire dans une autre banque, un conseiller financier, une équipe de sécurité. Il m'a même trouvé un hôtel de luxe où je pourrais séjourner sous un faux nom jusqu'à ce que nous décidions quoi faire ensuite. Faites-moi confiance, a-t-il dit, quand la nouvelle se répandra, et elle se répandra, tous ceux que vous avez connus voudront soudainement être votre meilleur ami. Vous avez besoin de protection. Vous avez besoin d'intimité. Et vous avez besoin de temps pour réfléchir. Il avait raison. J'étais à l'hôtel depuis moins de 3 jours quand mon téléphone a commencé à sonner. Des numéros que je ne reconnaissais pas. De vieilles connaissances à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Même ma cousine, qui ne m'avait jamais aimé, voulait soudainement prendre des nouvelles. Je les ai tous ignorés. Mais je n'ai pas pu ignorer le coup à la porte de ma chambre d'hôtel le 4e matin. « Clara, je sais que tu es là. » La voix de Richard a traversé la porte. « Nous devons parler. » Mon cœur battait la chamade. J'ai regardé à travers le Judas et je l'ai vu se tenir là dans un costume coûteux, le visage rouge de colère. Comment m'avait-il trouvé? Clara, c'est ridicule. Cet argent devrait être l'argent de la famille. Nous avons construit une vie ensemble. J'ai appelé la sécurité de l'hôtel. 2 grands hommes en costume sont arrivés en quelques minutes et ont escorté Richard dehors. Mais alors qu'ils l'emmenaient, je l'ai entendu crier « Je te poursuivrai en justice, Clara. » Cet argent a été gagné pendant notre mariage. J'ai des droits. Il n'en avait pas. Monsieur Patterson avait été très clair à ce sujet. Mais la menace m'effrayait quand même. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro que je n'avais pas vu depuis 8 ans. Ma sœur Judith. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de refus, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Clara. Sa voix était tendue. Nous devons parler de l'argent de papa. Comment en as-tu entendu parler? Comment j'ai entendu? Elle a ri, mais ce n'était pas un son joyeux. C'est partout en ville, Clara. Les gens parlent, et je veux savoir pourquoi tu penses mériter tout ça alors que je suis sa fille aussi. Judith, papa a créé le trust pour moi spécifiquement. Il a fait ce choix. Parce que tu as toujours été sa préférée. Sa voix est montée. La pauvre petite Clara, qui avait besoin d'être protégée. Pendant ce temps, c'est moi qui devais être forte, qui devais tracer ma propre voie. Et maintenant tu reçois des millions alors que je travaille à 2 emplois juste pour garder ma maison. Je n'ai pas demandé ça, ai-je dit doucement. Mais tu le gardes, n'est-ce pas? Tu ne vas pas partager avec ta propre sœur. Papa a fait son choix, Judith. Je le respecte. Elle m'a traité de tous les noms alors. Égoïste, avare, mauvaise fille, et pire sœur. J'ai écouté jusqu'à ce que je n'en puisse plus, et puis j'ai raccroché. Elle a rappelé 5 fois de plus. J'ai bloqué son numéro. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans ma suite d'hôtel. Les pièces étaient magnifiques. Salle de bain en marbre, peignoir doux, une vue sur la ville qui coûtait probablement plus cher par nuit que ce que je dépensais en courses en un mois. Mais je ne m'étais jamais senti aussi seul. J'ai pensé à appeler quelqu'un, mais qui? Mes vieux amis s'étaient éloignés pendant mon mariage. Richard s'en était assuré, trouvant toujours des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas sortir ou pourquoi mes amis n'étaient pas assez bien. Je n'avais pas de famille, à part une sœur qui me détestait. Pas de mari, pas de carrière, juste de l'argent. Tellement d'argent que tous ceux que j'avais connus voulaient soudainement un morceau de moi. J'ai commandé le service en chambre et j'ai mangé seul, regardant les lumières de la ville en contrebas. Quelque part là-bas, Richard complotait probablement son prochain coup. Judith appelait probablement des parents, les montant contre moi. Et j'étais là, vivant soi-disant le rêve, me sentant plus piégé que je ne l'avais jamais été de ma vie. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je sais où tu loges. Nous devrions nous rencontrer. Tu me dois ça. Richard. J'ai montré le texto à Monsieur Patterson, qui a immédiatement contacté la police. Ils ont dit que ce n'était pas techniquement une menace, mais qu'ils le documenteraient juste au cas où. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce que Monsieur Banks avait dit. Mon père m'avait donné la liberté. Mais cela ne ressemblait pas à la liberté. Cela ressemblait à un nouveau genre de prison, faite d'argent, de suspicion et de peur. Je me demandais ce que mon père me dirait s'il était là. Regretterait-il son cadeau? Comprendrait-il à quel point il avait tout compliqué?
Ou me dirait-il que la liberté n'est pas facile, qu'elle vient avec des choix difficiles, et que le vrai test n'était pas de recevoir l'argent, mais de décider quel genre de personne j'allais devenir à cause de lui? J'ai passé les 2 semaines suivantes à me cacher dans cette chambre d'hôtel comme une prisonnière. Monsieur Patterson appelait tous les jours avec des mises à jour qui me donnaient le tournis. Richard avait engagé 3 avocats différents, chacun menaçant d'intenter des procès. Judith avait aussi contacté un avocat, prétendant que notre père n'était pas sain d'esprit lorsqu'il avait établi le trust. Des cousins que j'avais rencontrés peut-être 2 fois dans ma vie envoyaient soudainement de longs emails sur la loyauté familiale et le partage des bénédictions. Tout le monde voulait quelque chose de moi. Personne ne voulait juste me parler comme à une personne. Le 15e jour, Monsieur Patterson est venu dans ma chambre d'hôtel avec d'épais dossiers de documents. Il les a étalés sur la table basse et s'est assis en face de moi avec une expression sérieuse. « Clara, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose, » a-t-il dit. Vous avez le pouvoir légal de détruire Richard financièrement. Sa société immobilière est lourdement endettée. Il doit de l'argent à de multiples créanciers. Si vous le vouliez, vous pourriez racheter ses dettes et saisir tout ce qu'il possède. Vous pourriez le laisser sans rien, tout comme il a essayé de le faire avec vous. J'ai fixé les documents, les rapports sur l'entreprise de Richard, les listes de ses propriétés et de ses dettes, un plan détaillé sur la façon dont je pourrais systématiquement démanteler sa vie entière. Est-ce ce que vous pensez que je devrais faire, ai-je demandé doucement. Je pense que vous devriez considérer toutes vos options, a dit Monsieur Patterson avec prudence. La vengeance est un puissant facteur de motivation, et après ce qu'il vous a fait, personne ne vous blâmerait. J'ai pris l'un des rapports et les feuilleté. Des chiffres et des projections, des faits froids sur la façon de ruiner la vie de quelqu'un. J'ai pensé au visage de Richard quand il m'avait jeté dehors. La façon dont Leslie avait touché mes rideaux, la cruauté dans sa voix quand il avait dit que nous étions quittes. Une partie de moi voulait le faire. Une partie de moi voulait le regarder tout perdre et ressentir exactement ce que j'avais ressenti debout sur ce trottoir avec une seule valise. Mais ensuite, j'ai pensé à mon père, George Hartley, qui avait eu des millions mais qui réparait les toilettes pour des voisins âgés qui ne pouvaient pas se permettre un plombier, qui avait porté des bottes rapiécées et marché sous la pluie pour économiser le prix du bus, qui avait choisi la gentillesse plutôt que le confort chaque jour. Non, ai-je dit, repoussant les documents. Je ne vais pas le détruire. Monsieur Patterson a hoché la tête lentement. Alors que voulez-vous faire? J'ai pensé à cette question pendant un long moment. Que voulais-je? Depuis des semaines, je réagissais à tout le monde, fuyant Richard, me cachant de Judith, évitant les journalistes et les vieilles connaissances. J'avais été tellement concentré sur ma protection que je n'avais pas pensé à ce que je voulais réellement construire. Je veux aider les gens, ai-je dit finalement. Des gens comme moi. Des femmes qui se font jeter et laisser sans rien. Au cours des jours suivants, j'ai travaillé avec Monsieur Patterson et une équipe de conseillers pour créer une fondation. Nous l'avons appelée Seconde Chance. Son but était simple, aider les femmes divorcées qui avaient été laissées financièrement dévastées par leurs ex-maris. Nous fournirions un logement temporaire, une formation professionnelle, une assistance juridique et de petites subventions pour les aider à redémarrer leur vie. Le travail m'a donné un but. Pour la première fois depuis la découverte de l'argent, je me sentais à nouveau moi-même. Pas une victime, pas une femme riche que tout le monde voulait utiliser. Juste Clara, essayant de faire quelque chose de bien. Mais je ne pouvais pas laisser le comportement de Richard rester complètement impuni. Pas par vengeance, mais parce qu'il blessait encore des gens. J'ai demandé à Monsieur Patterson d'enquêter sur les pratiques commerciales de Richard. Ce que nous avons trouvé a choqué même les avocats. Richard et Leslie avaient pris des raccourcis pendant des années. Ils avaient caché des défauts majeurs dans les propriétés qu'ils vendaient, gonflé la valeur des biens pour obtenir de plus gros prêts, payé des inspecteurs pour ignorer les violations du code. Ils avaient vendu au moins une douzaine de maisons à des familles qui n'avaient aucune idée qu'elles achetaient des propriétés avec de graves problèmes structurels. Une famille avait acheté une maison avec une fondation fissurée que l'entreprise de Richard avait simplement recouverte de béton frais. Une autre avait acheté un condo où le balcon était à peine attaché au bâtiment. Ce n'étaient pas de petites erreurs. C'étaient des fraudes dangereuses et délibérées qui pourraient tuer des gens. Ce n'est plus à propos de vous, a dit Monsieur Patterson quand il m'a montré les preuves. C'est à propos de la protection de personnes innocentes contre des criminels. Il avait raison. Ce n'était pas de la vengeance. C'était faire ce qui était juste. Nous avons tout compilé et l'avons soumis à la commission immobilière de l'État et au bureau du procureur.
Nous l'avons fait anonymement. Je ne voulais pas de crédit. Je voulais juste que ça s'arrête. En moins d'une semaine, les enquêteurs ont fait une descente dans le bureau de Richard. J'ai regardé la couverture médiatique depuis ma chambre d'hôtel, voyant Richard et Leslie emmener menottes au poignet pour interrogatoire. Ils n'ont pas été arrêtés ce jour-là, mais l'enquête avait commencé. La licence commerciale de Richard a été immédiatement suspendue. Mon téléphone a sonné 1 heure plus tard. C'était Richard. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. « C'est toi qui as fait ça ?» a-t-il sifflé. « Tu as détruit mon entreprise parce que tu es amère et jalouse. » J'ai soumis des preuves de fraude, ai-je dit calmement. Ce qui se passe ensuite dépend des autorités. Ces familles ont signé des contrats. Elles ont accepté les propriétés en l'état. C'est une chasse aux sorcières. On a menti à ces familles, Richard. Tu connaissais les défauts et tu les as cachés. Ce n'est pas du business. C'est de la fraude. Je me battrai contre ça, a-t-il dit. Et quand je le ferai, je m'en prendrai à toi. Je te poursuivrai pour tout ce que tu as. Cet argent aurait dû être le mien. L'argent n'a jamais été le tien, ai-je dit. Et il ne le sera jamais. Au revoir, Richard. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Mes mains tremblaient, mais je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Je me sentais forte. Quelques jours plus tard, Richard a appelé de nouveau depuis un autre numéro. Cette fois, sa voix était différente, plus petite, désespérée. « Clara, s'il te plaît. J'ai besoin de ton aide. » Quoi? L'enquête est en train de me tuer. Mes investisseurs se retirent. Les banques réclament mes prêts. Je vais tout perdre. Il a fait une pause. Je sais que j'ai eu tort. Je sais que je t'ai blessé, mais s'il te plaît, tu as les ressources pour m'aider. Nous avons été mariés pendant 12 ans. Ça doit compter pour quelque chose. J'ai pensé à ces 12 années, au bon moment avant que tout ne tourne mal. L'homme dont j'étais tombée amoureuse avant que l'avidité et l'ambition ne le changent. Une partie de moi avait pitié de lui. Mais une plus grande partie de moi se souvenait d'être debout sur ce trottoir avec une seule valise pendant que Leslie redécorait ma maison. « Richard, je vais te rencontrer pour un café, » ai-je dit. « Une fois, demain, et ensuite nous en aurons fini. » Nous nous sommes rencontrés dans un petit café, loin de tout endroit où nous avions l'habitude d'aller. Richard avait l'air terrible. Son costume coûteux était froissé. Ses cheveux avaient besoin d'une coupe. Il avait des cernes sombres sous les yeux. « Merci d'être venu », a-t-il dit alors que je m'asseyais. « Je sais que je ne le mérite pas. »« Non, tu ne le mérites pas, ai-je convenu. »« Clara, j'ai fait des erreurs, d'énormes erreurs. Mais je te le demande, s'il te plaît, aide-moi à traverser ça. Je te rembourserai. Je ferai tout ce que tu veux. Aide-moi juste. » J'ai regardé l'homme assis en face de moi et j'ai essayé de me rappeler pourquoi je l'avais aimé. Mais cette personne avait disparu. Peut-être n'avait-elle jamais vraiment existé. « Non », ai-je dit simplement. « Quoi ? » ?»« Non, Richard. Je ne vais pas te sauver des conséquences de tes propres choix. Tu ne m'as pas seulement blessé. Tu as blessé des familles innocentes. Tu as bâti ton entreprise sur des mensonges et la fraude. Et quand tu as eu la chance de faire la bonne chose, tu m'as jeté dehors sans rien. J'ai fait une erreur. Tu as fait beaucoup d'erreurs, et je ne suis pas intéressé à les réparer pour toi. Je me suis levé. J'espère que tu trouveras un moyen de t'en sortir, Richard. Je l'espère vraiment. Mais ce moyen ne m'inclut pas. Clara, attends. Au revoir, Richard. Je le pense cette fois. Vraiment, au revoir. Je suis sorti de ce café et j'ai senti quelque chose se soulever de mes épaules. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de la satisfaction. C'était simplement une conclusion. La fin d'un chapitre que je traînais derrière moi depuis trop longtemps. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'en avais fini de me cacher. 6 mois ont tout changé. J'ai déménagé de l'hôtel et je me suis installé dans un appartement modeste dans un quartier que j'avais toujours aimé. Pas un penthouse, pas un manoir, juste un 2 pièces confortable avec de grandes fenêtres et un petit balcon où je pouvais boire mon café du matin. Le loyer était probablement inférieur à ce que certaines personnes payaient pour leur mensualité de voiture,
mais cela ressemblait à un foyer d'une manière que le manoir avec Richard n'avait jamais été. La fondation est devenue mon but. Seconde Chance avait aidé 37 femmes en seulement 6 mois. Nous avions fourni des logements d'urgence, les avions mis en contact avec des emplois, payé les fournitures scolaires de leurs enfants, et couvert les frais juridiques pour les batailles de garde. Chaque femme avait une histoire différente, mais elles avaient toutes le même regard quand elles franchissaient nos portes pour la première fois. Ce regard perdu et effrayé que je reconnaissais parce que je l'avais porté moi-même. Les regarder reconstruire leur vie m'a donné quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Cela m'a donné la paix. J'avais aussi acheté 3 immeubles d'appartements dans des quartiers populaires, non pas comme des investissements pour les revendre ou en tirer profit, mais pour fournir des logements abordables. Je maintenais les loyers bas, réparais les choses rapidement, et créais un endroit où les familles pouvaient réellement économiser de l'argent au lieu de se noyer dans les frais de logement. Plus de 200 personnes avaient maintenant des foyers stables et décents grâce à ces immeubles. Les avocats m'envoyaient des rapports mensuels sur Richard. Son entreprise s'était complètement effondrée sous l'enquête. Les accusations étaient assez graves pour qu'il risque une peine de prison potentielle. Leslie l'avait quitté au moment où l'argent avait disparu, déménageant dans un autre état avec un nouveau petit ami. Richard avait perdu sa maison, ses voitures, tout. Aux dernières nouvelles, il vivait dans un petit appartement et travaillait chez le concessionnaire automobile de son frère. Je ne ressentais rien en lisant ces rapports. Pas de satisfaction, pas de pitié, juste rien. Il était devenu un étranger pour moi, quelqu'un d'une vie dont je me souvenais à peine. Judith a essayé de me contacter quelques fois de plus, toujours avec des avocats ou des exigences. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a essayé la culpabilité, envoyant de longs emails sur la famille et à quel point notre père serait déçu. Je n'ai jamais répondu. Monsieur Patterson s'est occupé de tout cela. Finalement, elle a abandonné. Par un après-midi frais d'octobre, j'ai conduit jusqu'au cimetière d'Oakwood pour la première fois depuis que j'avais découvert la vérité sur l'argent. J'ai apporté des roses jaunes, les préférées de mon père, et j'ai marché sur l'herbe jusqu'à sa simple pierre tombale. George Hartley, père bien-aimé, avec les dates de sa naissance et de sa mort. Rien de sophistiqué. C'est comme ça qu'il l'aurait voulu. Je me suis assise sur l'herbe à côté de sa tombe, ne me souciant pas qu'elle soit légèrement humide de la rosée du matin. Pendant un long moment, je suis restée assise là, regardant son nom gravé dans la pierre. « Salut, papa », ai-je dit doucement. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à revenir. Une brise a bruissé à travers les arbres. Quelque part à proximité, un oiseau chantait. J'ai trouvé l'argent, ai-je continué. Je suis sûr que tu le sais déjà, où que tu sois. Et je dois te dire quelque chose. Pendant un moment, j'étais en colère contre toi. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi tu vivais de cette façon alors que tu aurais pu être à l'aise. Pourquoi tu nous as laissé lutter? Pourquoi tu as gardé tout ça secret? J'ai arraché quelques brins d'herbe, sentant les larmes commencer à monter derrière mes yeux. Mais je pense que je comprends maintenant. Tu m'enseignais quelque chose. Tu me montrais que l'argent ne définit pas qui tu es. Que la gentillesse et l'intégrité comptent plus que le confort. Que la personne la plus riche n'est pas celle qui a le plus d'argent, mais celle qui sait utiliser ce qu'elle a pour aider les autres. Les larmes ont débordé alors, coulant sur mes joues. Tu aurais pu me le dire. Tu aurais pu rendre ta propre vie plus facile, mais tu as choisi de me protéger à la place. Tu as choisi de t'assurer que j'apprenne les bonnes leçons d'abord. Et je veux que tu saches que j'essaie, papa. J'essaie d'honorer ce que tu m'as appris. Je lui ai parlé de la fondation, des immeubles d'appartements, des femmes que j'avais aidées et des familles qui avaient maintenant des foyers sûrs. Je lui ai parlé de Richard et de la façon dont j'avais choisi de ne pas le détruire, même si j'aurais pu le faire. Je lui ai parlé du fait de s'éloigner de la vengeance et de choisir quelque chose de mieux. J'ai créé une bourse, aussi, ai-je dit en essuyant mes yeux. À ton nom, la bourse George Hartley. C'est pour les étudiants issus de familles de la classe ouvrière qui veulent aller à l'université. Des enfants dont les parents réparent des chauffages, lavent des sols et travaillent dur mais n'ont pas d'argent en trop. Nous avons remis la première la semaine dernière. J'ai sorti mon téléphone et montré à sa pierre tombale une photo, même si je savais qu'il ne pouvait pas la voir. Une jeune fille aux yeux brillants et au grand sourire, tenant son certificat de bourse. Son père travaillait comme concierge dans un hôpital, faisant des gardes de nuit pour que sa fille puisse avoir une vie meilleure, ai-je chuchoté. Elle m'a rappelé nous. Son père me rappelle toi. Et quand je lui ai donné cette bourse, papa,
j'ai vu toi dans ses yeux. Ce même espoir, cette même détermination, cette même croyance que le travail acharné et la gentillesse comptent. Je suis resté là longtemps à lui parler de tout et de rien. De la façon dont j'apprenais à gérer l'argent de manière responsable. Des amis avec qui j'avais renoué, les vrais, ceux qui m'aimaient avant de savoir pour la fortune. De la façon dont je pensais retourner à l'école, peut-être pour étudier le travail social afin de pouvoir aider les gens encore mieux. Je ne vais pas gaspiller ce que tu m'as donné, ai-je promis. Ni l'argent, ni les leçons. Tu m'as donné la liberté, papa. La vraie liberté. La liberté de choisir qui je veux être, et je choisis d'être comme toi. En me levant pour partir, j'ai placé les roses contre sa pierre tombale. Merci, ai-je dit simplement. Pour tout. Pour le sacrifice, pour l'amour, pour avoir cru que je finirais par comprendre. Je t'aime, papa. Je t'aimerai toujours. Je suis retourné à ma voiture, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois, peut-être des années. La semaine suivante, j'ai assisté à la cérémonie de remise des bourses au collège communautaire. Il y avait des parents, fiers et les yeux larmoyants, regardant leurs enfants recevoir des opportunités qu'ils n'avaient jamais eues eux-mêmes. J'ai serré la main de chaque étudiant, les regardant dans les yeux et leur disant de travailler dur et de ne jamais oublier d'où ils venaient. La jeune femme dont le père était concierge est venue vers moi après. Merci, mademoiselle Morton, a-t-elle dit, la voix tremblante d'émotion. Cette bourse signifie tout pour ma famille. Mon père travaille si dur, et maintenant il n'a plus à s'inquiéter de comment payer pour mes études. Je promets que je vous rendrai fier. J'ai pris ses mains dans les miennes. Tu n'as pas besoin de me rendre fier. Rends-toi fier toi-même, et un jour, quand tu en seras capable, aide quelqu'un d'autre comme on t'a aidé. C'est tout ce que je demande. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux, et m'a serré dans ses bras. Son père s'est approché alors, un homme aux mains calleuses et aux yeux gentils, portant son meilleur costume qui avait probablement été acheté dans une friperie. Merci, a-t-il dit, la voix épaisse. Vous ne savez pas ce que cela signifie. Ma fille, elle est si intelligente. Elle mérite cette chance. Mon père a travaillé dur, aussi, lui ai-je dit. Tout comme vous. Il m'a appris que la meilleure chose que l'on puisse donner à quelqu'un n'est pas de l'argent. C'est une opportunité. Votre fille a une opportunité maintenant. Le reste dépend d'elle. Ce soir-là, je me tenais à la fenêtre de mon appartement, regardant les lumières de la ville. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a 6 mois, debout dans cette banque avec une carte usée et $43 à son nom. Cette femme avait été brisée, perdue et effrayée. Elle n'était plus là. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui comprenait que la richesse ne se mesurait pas en dollars, mais aux vies que l'on touche et aux biens que l'on crée. Quelqu'un qui savait que la meilleure vengeance n'était pas de détruire ses ennemis, mais de devenir quelqu'un qu'il ne pourrait jamais atteindre. J'ai pensé à Richard, probablement amer et en colère quelque part, blâmant tout le monde sauf lui-même pour ses échecs. J'ai pensé à Judith, toujours rancunière et jalouse. Ils étaient piégés dans leur propre prison de colère et d'avidité. Mais j'étais libre. Vraiment libre. Pas parce que j'avais de l'argent, mais parce que j'avais appris ce qui comptait vraiment. Mon téléphone a vibré avec un texto de l'une des femmes de la fondation. Elle venait de recevoir son premier chèque de paie de son nouveau travail. Elle pleurait des larmes de joie. Elle voulait que je sache qu'elle allait s'en sortir, que ses enfants allaient bien aller. J'ai souri et j'ai tapé en réponse, « Félicitations ». Puis j'ai regardé à nouveau la ville, toutes ces lumières représentant toutes ces vies, toutes ces histoires, tous ces gens essayant juste de traverser un autre jour. Quelque part là-dehors, il y avait plus de femmes qui avaient besoin d'aide, plus de familles luttant pour garder un toit au-dessus de leur tête, plus de jeunes qui méritaient une chance. Et maintenant, j'avais les ressources pour les aider. Pas parce que j'étais spécial ou que je le méritais plus que quiconque, mais parce que mon père avait fait un choix il y a 17 ans. Il avait choisi de me donner non seulement de l'argent, mais une responsabilité, un but. Je n'allais pas le décevoir. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai ouvert mes notes. Je travaillais sur des plans pour étendre la fondation à 3 autres villes, acheter 2 autres immeubles d'appartements, augmenter le fonds de bourse d'études. Il y avait tant de travail à faire, tant de gens à aider. Pour la première fois de toute ma vie d'adulte, je savais exactement qui j'étais et ce que j'étais censé faire. J'étais Clara Morton, fille de George Hartley, et j'étais enfin libre.